Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. On va démarrer tout de suite avec Les Enfants d'Aliel, le tome 1, écrit par Sarah Schneider et paru aux éditions Le Chien qui pense. Dans cet univers de fantasy, nous allons rencontrer Lila qui vit seule puisqu'elle est orpheline avec son petit frère Jazz. Elle vit sa vie plutôt tranquillement avec son frère, mais un jour, une succession d'événements terribles vont venir à jamais bouleverser son destin, avec notamment d'horribles créatures qui vont chercher à la tuer. Cette espèce de flirt avec la mort va finalement déclencher des pouvoirs en elle qu'elle ne savait absolument pas avoir, et pouvoirs qui vont attirer à elle un chat. Bon d'accord, un chat, mais admettons-le, ce chat est quelque peu particulier puisque ce chat s'appelle Flynn et que c'est lui-même qui l'indique à Lila puisqu'il est capable de parler, de communiquer. Et comme si ce n'était pas assez comme particularité, il a aussi la capacité de se transformer en lynx et dans ces cas-là, eh bien, il s'appelle O'Flynn. Voilà, quand je vous dis cela, ça vous donne une base de l'univers dans laquelle l'auteur vous embarque, un univers auquel elle a pas mal réfléchi et qui, ma foi, est très abouti et fort original. Bah, c'est le choc de cette rencontre quand même inattendue pour notre jeune héroïne. Flynn va t'expliquer à Lila qu'en fait elle n'est pas humaine et qu'elle est une Synalion, une enfant d'Aliel. Aliel qui lui a transmis un don, Aliel qui est une sorte d'entité surnaturelle, une déesse, voyez-le un petit peu comme vous le souhaitez, et qui donc a donné des dons à certains humains afin que ces humains deviennent des Synalions et puissent combattre sa sœur des ténèbres, Orga, qui elle de son côté crée des Synorgotes dont le seul et unique but n'est que la destruction. Comprenant que ses proches seront en danger si elle reste, Lila va prendre la route afin d'essayer de trouver d'autres Synalions, de s'allier avec eux et d'essayer de détruire Orga. Malheureusement, ce n'était pas sans compter sur la ténacité de son petit frère Jazz qui va la suivre et tout bonnement s'imposer à l'aventure. Et croyez-moi, des aventures, ils vont en avoir. Alors en fait ici, je vous fais un résumé qui est très simpliste, qui est très minime de tout ce qui se passe. Simplement, je ne peux pas vous raconter toute cette intrigue. Comme vous le voyez ici, on est dans une base assez classique, le bien d'un côté, le mal de l'autre. D'ailleurs, l'auteur me disait elle-même que son roman avait un côté assez manichéen. Et oui, en effet, il y est, mais il ne m'a pas dérangé un quart de seconde parce qu'il est extrêmement bien traité et ce n'est pas trop. Je veux dire, les personnages du côté du bien ne sont pas parfaits lorsque les personnages du côté du mal sont tous horribles et méchants. Lila est certes une héroïne, etc., mais elle a aussi ses défauts comme tout le monde et comme les autres personnages que nous rencontrons dans cette histoire. L'univers lui aussi va aller correspondre à certains codes du genre, certains codes de la fantasy, puisque nous nous retrouvons dans un univers assez médiéval, c'est quelque chose qui est quand même assez typique du genre. D'ailleurs, l'autrice nous a fait une carte, chose que j'adore dans les romans de fantasy. Je trouve que ça donne beaucoup de concret, beaucoup de réalisme à l'histoire, et je me réfère tout le temps, dès que nos personnages se déplacent, eh bien je vais voir sur la carte où est-ce qu'ils se trouvent. Alors, quelques codes du genre, certes, mais comme je vous l'ai dit, qui sont très bien traités. Et puis l'univers, il est très bien construit, il est tangible, et le dedans évolue des personnages, ma foi, attachants et bien travaillés. Nous avons aussi à travers Lila, dont le pouvoir est en lien avec la nature, je vous laisse le découvrir, des messages que j'ai trouvé très sympathiques et très bien menés sur le respect de la nature, la communion avec la nature, etc. Ça ne fait pas martelage et elle n'est vraiment pas ici pour assommer les gens ou quoi que ce soit, mais on a des jolis messages qui passent comme une lettre à la poste. De toutes les manières, la fantasy est un genre parfait pour ça, pour donner des messages sans en avoir l'air, et là encore c'est une grande réussite. Enfin, pour vous dire quand même quelques mots sur l'intrigue et le rythme, et bien là aussi pour moi, il n'y a rien à dire, c'est un sans faute. En fin de compte, on ne s'ennuie jamais ici dans le récit, puisque Lila part à la recherche d'autres Synalions, mais l'auteur va vous emmener de l'autre côté du pays à la découverte d'autres personnages, dont le jeune Carson, qui lui aussi va être à la recherche de ses compères. Donc en fait, vous êtes tout le temps sur les routes, et vous imaginez bien que Orga n'a pas spécialement envie que les Synalions se retrouvent. Elle va donc tout faire pour les détruire, et donc il y a du danger à chaque instant, il y a des attaques, des embuscades, de la fuite, il y a aussi une quête de vérité, de qui ils sont, etc. Et
Pour ajouter dynamisme, je vous dis, vous avez ce changement de point de vue, je dirais une partie sur l'autre, un chapitre sur l'autre, et ça amène énormément de dynamisme au récit. Là aussi, ça permet d'avoir quelque chose qui ne s'essouffle pas, parce qu'en fait, vous êtes obligé de laisser votre personnage pour retrouver l'autre, vous êtes très content de retrouver l'autre parce que vous l'aimez bien, mais quand même, vous êtes très avide de savoir ce qui est arrivé au premier, ce qui fait que ça donne un côté assez page-turner au roman, puisque vous voulez toujours passer de l'un à l'autre et en savoir un peu plus. Et finalement, on n'arrive pas à savoir dans quelle direction va l'autrice, et ça aussi, c'est un point que j'ai beaucoup aimé. Vous pouvez pas réellement deviner où est-ce que vous allez aller, et j'ai bien aimé aussi le côté imaginatif de notre autrice, puisque du côté des synergotes, vous avez des hommes araignées, vous avez des cadavres qui reviennent à la vie, vous avez quand même pas mal de choses, donc voilà, c'est diversifié, ça sort des sentiers battus. Je conclurai tout de même en vous disant quelques mots sur la plume de l'autrice, parce que sincèrement, elle mérite d'être notée, cette plume. Elle est travaillée en fait, tout simplement, elle est vachement bien foutue. Elle est pas lourde, elle est pas pompeuse, on rentre pas dans les fantaisies descriptives extrêmement lourdes, etc. Mais l'autrice vous trouve toujours une façon d'aborder les choses qui est un petit peu originale. Chaque petit détail, chaque petite scène de la vie quotidienne est une excuse pour en faire un truc qui va vous faire rire, pour vous monter une phrase là-dessus qui va vous faire rire. Moi j'ai adoré, et je dois avouer que j'ai rigolé plus d'une fois à la lecture de ce roman. Bref, vous l'aurez compris, j'ai été conquise par ce roman et je suis impatiente de pouvoir en découvrir la suite. Changement de style, changement d'époque. Ici on va se retrouver en Chine ancienne avec Sun Tzu, écrit par Olivier Luzetti et paru aux éditions Fantasy RCL. Pour ceux qui ne sont pas très familiers ou très férus d'histoire, il faut savoir que Sun Tzu fut un véritable personnage, un grand stratège chinois, auteur du célèbre traité de la guerre, qui finalement est toujours aujourd'hui une référence du genre. Alors cela ne veut pas dire que vous allez partir dans un roman rempli de stratégies, de combats, etc. Loin s'en faut, mais vous allez découvrir une jeunesse romancée et fantasmée de Sun Tzu. Le tout dans une Chine ancienne empreinte de spiritisme. Pour le synopsis, nous voici donc, comme je l'ai dit, en Chine ancienne, en 521 avant Jésus-Christ. Nous sommes dans un pays en guerre et annexé, et nous allons suivre Sun Tzu, âgé à cette époque de 14 ans, qui se retrouve seul sur les routes après la perte de ses parents, à la recherche de sa seule famille encore vivante, dans la personne de son grand-père qui lui est totalement inconnu. Mais la vie va surtout le mener entre les mains d'un grand sorcier, le Feng Xiang, aux côtés de qui il deviendra l'homme qui a marqué l'histoire. Oui. Excusez-moi pour translation French. They're here. They finished. They finished? Ah, come. A few moments later. Alors ici, dès le début, on sent que l'on a un auteur documenté. Pas de doute, Olivier Luzetti maîtrise son sujet et il va même un peu plus loin puisqu'il arrive à adapter sa plume, le style de cette dernière pour coller au maximum avec l'époque, le style, l'ambiance du récit. Ce qui a pour effet de nous plonger encore un peu plus dans cette atmosphère Chine ancienne. Alors comme je l'ai déjà évoqué dans ma chronique écrite, cela est quelque peu déstabilisant au début parce que en fait c'est pas une plume à laquelle notre cerveau est habitué. En tout cas moi personnellement au début j'étais un petit peu déstabilisée parce que j'étais obligée de me concentrer en fait tout simplement. C'est une très jolie plume qui est très travaillée mais qui demande une certaine concentration, un certain investissement de son lecteur, et quand on s'habitue en fin de compte aux plumes faciles, notamment aux young adultes, etc., on n'est plus habitué à se concentrer, donc ça m'a déstabilisée au début, mais je dois dire qu'une fois que je me suis plongée complètement dans l'atmosphère, je me suis totalement adapté à cette plume. Je dirais que au contraire, j'ai apprécié justement que l'auteur nous entraîne dans quelque chose d'un petit peu différent de ce à quoi j'avais l'habitude. À noter ici aussi une forte spiritualité orientale qui vient se glisser dans une histoire emplie de sorcellerie, de guérisseurs et de devins. Un étrange mélange qui au final est dépaysant à souhait, mais qui apporte un côté agréable puisque c'est quelque chose que l'on croise peu. Je noterai que l'auteur profite de son roman pour nous distiller finalement de la sagesse
sagesse orientale, quelques passages de développement personnel. En somme, au-delà d'une histoire et d'un personnage, nous avons quelques messages qui méritent d'être médités. Attention cependant à tous ceux qui peuvent être quelque peu réfractaires justement à ce côté développement personnel, spiritualité orientale, etc. Peut-être que vous trouverez que c'est un petit peu en trop dans le récit, ce n'est pas été mon cas, mais en l'occurrence j'aime assez ça, donc eh bien à vous de ouvrir ce livre en connaissance de cause. Quant au personnage de Sun Tzu, c'est un personnage qui reste assez agréable à connaître, même si je ne sais expliquer pour quelles raisons, je me suis toujours sentie assez extérieure par rapport à lui, assez spectatrice de ce qui lui arrivait. Voilà donc un adolescent que la perte prématurée de ses parents a rendu mature assez tôt, qui part donc seul sur des routes complètement inconnues à la recherche d'un grand-père tout aussi inconnu. Beaucoup d'aventures en fait vont attendre le jeune garçon et c'est un court roman dans lequel on ne s'ennuie pas. Je tiens encore une fois à noter que l'atmosphère, l'époque, la plume, etc. tout est extrêmement cohérent mais ne plaira pas à tout le monde. Cela vous plaira si vous avez envie de découvrir cette civilisation, cette Chine ancienne, si vous y êtes assez réfractaire, vous êtes tellement plongé dans cette atmosphère que ça ne collera pas avec vous, ça ne collera donc pas avec tous les lecteurs. Le récit il est très bien ficelé parce qu'au final l'auteur nous amène une touche de fantaisie dans un roman qui s'appuie sur un personnage réel et très connu de l'histoire. Et ça fonctionne, on n'y voit que du feu. Et pour cause, puisque en fait ce côté fantasy est quand même plus ou moins basé sur les croyances et le folklore de l'époque. Enfin, je voudrais pour terminer vous parler d'un roman qui va sortir de la fantasy pour arriver dans l'historique et young adulte, puisque je voudrais vous parler de Orphelin 88, écrit par Sarah Cohen Scully et paru dans la collection R. Alors je ne m'attendais pas à ce que cette lecture soit facile, puisque nous allons quand même toucher à un fait marquant de l'histoire. Et en effet, ce roman n'est pas facile en soi, mais il est extrêmement addictif et je l'ai trouvé tout simplement extraordinaire. Ici, vous n'allez pas rencontrer des scènes violentes pour le plaisir, mais au contraire une auteure extrêmement documentée qui essaye de nous retranscrire l'époque de l'après-guerre avec un maximum de réalité. Et croyez-moi, cette réalité parfois a de quoi vous tordre les boyaux. Ici, comme je vous le disais, donc nous avons un roman extrêmement documenté, mais documenté et sensible à la fois. Parce que Orphelin 88, c'est dur, c'est triste, c'est l'horrible réalité, mais c'est aussi beau et touchant, c'est aussi un personnage d'une profondeur et d'une véracité que j'ai trouvé bluffante. D'ailleurs, il faut le noter, l'auteur s'est grandement appuyé sur un enfant, un personnage réel de l'histoire. Elle s'est appuyée en fait sur plusieurs histoires de plusieurs enfants de l'après-guerre pour former Song Jo, son personnage. Et c'était vraiment une bonne idée parce qu'elle a vraiment su insuffler à son personnage un réel souffle de vie. Ici donc on va parler Lebensborn qui est un programme qui n'est pas si connu du grand public. Après tout, il y a quand même beaucoup d'horreurs de la guerre que l'on dénonce, mais il y en a aussi beaucoup que l'on cache. Et moi le Lebensborn, à l'école on ne m'en avait pas parlé, c'est donc quelque chose que je connaissais, j'avais une notion mais j'avais jamais vraiment réalisé ce que c'était, à quel point, etc. Là où je n'en connaissais que les grandes lignes, maintenant, après cette lecture, le Lebensborn est devenu une réalité pour moi. Une horreur finalement au même niveau que beaucoup d'autres, parce que l'autrice nous fait réaliser l'enfer vécu par ces jeunes dont toute identité leur a été retirée. Bref, quand même, pour vous raconter l'histoire en quelques mots, nous allons partir sur les traces de Josh, ou finalement peu importe son nom, parce que des noms, il va en avoir plusieurs. Pur produit du Lebensborn, Josh a subi un véritable matraquage psychologique, un véritable lavage de cerveau pendant une grande partie de son enfance. Puisque malheureusement, Josh avait tout pour faire partie de la race aryenne, blond, les yeux bleus, etc. Il a donc été retiré à sa famille dès le plus jeune âge pour être élevé comme un bon petit arien. Il a donc oublié jusqu'à son identité, il est amnésique, n'a plus de mémoire, ne se souvient plus de qui sont ses parents, ne se souvient plus finalement de rien. Il ne sait même pas s'il est allemand, s'il est juif ou quoi dans sa tête, c'est le flou total. Et après-guerre, il va être envoyé dans un orphelinat où il aura comme quête principale de partir à la recherche de son identité et de cette fameuse mémoire disparue.
Doit-il aimer ou détester Hitler? Est-il allemand ou polonais? Est-il chrétien ou juif? Quel est son véritable prénom? La moindre de ces questions reste pour lui une véritable énigme à résoudre. Et si l'orphelinat ne peut lui apporter les réponses tant attendues, qu'à cela ne tienne, il partira sur des routes à la recherche d'indices et bien plus encore. Alors que vous dire d'autre sur Orphelin 88, tout y est réussi. Le côté historique, il est visiblement très documenté et nous avons donc une trame qui est hyper solide à notre histoire. Là-dessus, vous rajoutez un panel, puisque vous n'avez pas que Josh, vous avez plein d'autres enfants, un panel de personnages authentiques, non édulcorés, avec leurs peines, leurs joies, leurs souffrances surtout. Car si l'auteur ne cherche pas à vous choquer gratuitement, elle ne va pas non plus chercher à nous ménager et va nous présenter la réalité dans tout ce qu'elle a de plus cru. Ajoutez à cela une histoire qui tient la route pour éviter de nous ennuyer, parce qu'au final l'auteur fait qu'on se pose autant de questions que Josh et qu'on veut absolument savoir ce que va devenir cet enfant et qui est cet enfant et qui sont ses amis, que vont devenir ses amis, etc. Nous avons aussi une plume qui est magnifique, tout en émotion, sincèrement elle est très sensible, c'est un véritable bonheur à lire. Et voilà, je pense que vous comprenez que c'est une petite perle dans son genre. Et en plus, si l'auteur ici aborde les enfants qui ont vécu le Lebensborn, elle n'oublie pas pour autant les autres personnes qui ont vécu la guerre et qui sont en Allemagne dans cette après-guerre. Elle ne va pas oublier les Juifs par exemple. Et elle nous parle aussi des Allemands de l'après-guerre qui eux aussi ont quand même pas mal morflé. On va rencontrer des personnages allemands qui sont en pleine souffrance et qui en plus maintenant se font brimer par les autres maintenant que la guerre est finie et qu'ils ont perdu. Elle n'oubliera pas non plus la condition des soldats noirs américains pour qui l'égalité n'est qu'une douce utopie. Bref, ici on retrouve énormément de sujets abordés avec beaucoup d'authenticité, de sensibilité, beaucoup de justesse et surtout aucun jugement. Alors Orphelin 88 n'est pas un roman que je lisais avant de m'endormir, car il a de quoi faire réfléchir et n'est pas vraiment le genre de lecture doudou. Pour autant, j'ai plus qu'adoré ma lecture et me procurerai son grand frère Max, qui lui aussi parle du Lebensborn, mais pendant la guerre il me semble, afin de continuer à en découvrir un peu plus sur ce sujet grâce à la plume talentueuse et magnifique de Sarah Cohen-Skelly. Alors voilà les amis, j'en ai terminé pour ce nouvel update lecture, j'espère qu'il vous a plu. En attendant à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.